L'Ukraine vient de lancer cette offensive en Transnistrie. La Moldavie souffre des chaînes de Moscou. Les forces armées ukrainiennes lancent une frappe de grande envergure. Sensation, le Kremlin se retrouva sans couverture. L'Iran est en train de s'effondrer. La Russie est la prochaine. L'étau se resserre autour de Poutine. Moscou se retrouve isolé. La flotte russe est coulée, l'aviation est abattue. Des images épiques circulent déjà sur Internet. Et en plus, la Pologne lance l'arme nucléaire. L'Europe est allée jusqu'aux extrêmes. Pour Poutine, c'est un coup en plein ventre. L'arme atomique française est pour lui pire que la mort. Des révélations choquantes. En ce moment même, la bombe pétrolière a déjà explosé. L'Iran bloque Hormuz, Trump fait chuter le marché, la capitale des républiques s'étouffe. Tout cela dans notre émission Pointe Infernale. Urgent, la Russie a poussé l'Ukraine à bout. La chaudière est allumée. Percée vers la Transnistrie, alerte de combat d'urgence. Les forces armées ukrainiennes sont à un pas de libérer le territoire moldave. L'explosion de la fureur pourrait se produire en direct. Quelque chose de terrible arrive. Poutine s'est couvert le visage de ses mains, son influence fond à vue d'œil. L'armée attend le signal final. Vous devez être les premiers informés. Les militaires russes en Transnistrie représentent une menace potentielle de déstabilisation pour l'Ukraine. C'est pourquoi Kiev devrait maintenir ses troupes près de ses frontières. C'est ce qu'a déclaré l'ancien ministre de la Défense de Moldavie, Vitali Marinutsa. Pour l'Ukraine, les troupes russes en Transnistrie ne constituent plus un facteur inerte. Elles sont considérées comme une plateforme potentielle de déstabilisation. L'Ukraine doit garder ses troupes près de la Transnistrie au cas où, même avec des capacités limitées, leur importance reste politico-stratégique. La soi-disant République moldave de Transnistrie est un quasi-État non reconnu situé sur le territoire de la Moldavie. Elle englobe toute la partie moldave de la rive gauche du Dniestre et possède une petite enclave sur la rive droite. Malgré son absence de reconnaissance, cette pseudo-république est gouvernée par ses propres organes de pouvoir et s'appuie sur les unités des soi-disant forces de maintien de la paix russes. C'est la seule chose qui permet encore... C'est ce mélange de soutien diplomatique, de présence militaire et de structures autonomes qui permet aujourd'hui à la Transnistrie de maintenir son statut au sein de l'Europe de l'Est. La Transnistrie, avec un contingent russe limité, reste depuis de nombreuses années un territoire hors du contrôle de la Moldavie. D'un autre côté, cela signifie la présence de troupes russes littéralement au sud même de l'Ukraine, près de la stratégique Odessa. Le chef du laboratoire de désinformation du KNEO, Vitali Kulik, explique que sur le territoire de la Transnistrie opèrent des services secrets ennemis qui organisent des attentats en Ukraine. En particulier, ils recrutent des citoyens via les réseaux sociaux. La Transnistrie, occupée par la Russie, est devenue une menace potentielle pour l'Ukraine. Depuis 2014, la Russie utilise la Transnistrie comme une base pour mener des opérations de diversion informationnelle et a même envoyé des groupes de sabotage. En 2014, ils sont intervenus à Boudjak et en 2022, ils ont tenté de débarquer des troupes à Odessa. Pendant l'Euromaïdan, des représentants des forces politiques pro-russes se rendaient en Transnistrie. Selon l'expert, c'est précisément en Transnistrie que sont administrés les canaux Telegram pro-russes les plus toxiques qui recrutent des Ukrainiens pour commettre des attentats contre de l'argent. Ils trouvent des jeunes et les instruisent sur la fabrication d'explosifs. De telles opérations sont dirigées par des agents du GRU ou du FSB. C'est dangereux. Il y a là-bas environ 1500 militaires russes qui peuvent poser des problèmes. Il y a aussi 8000 soldats de la soi-disant armée de Transnistrie et encore des milliers d'agents des services spéciaux. Cela peut représenter une menace potentielle. Ils disposent d'un système de lance-roquettes multiples, de 6 chars, de véhicules blindés de transport de troupes et ils savent former des troupes d'infanterie. En décembre, les médias ont rapporté que la menace d'infiltration en Ukraine de groupes de sabotage et de reconnaissance russes depuis la Transnistrie avait augmenté. Apparemment, le Kremlin voulait ainsi détourner une partie des ressources de l'Ukraine pour contrer les menaces venant du territoire de la soi-disant PMR. Il a été indiqué que sur le territoire de la Moldavie temporairement occupé par la Russie, appelé PMR, les mesures de mobilisation avaient été renforcées. Les formations militaires de la République non reconnue convoquent des réservistes et les armes sont sorties de stockage dans les entrepôts. De plus, selon certaines informations, la production de drones a été lancée sur le territoire de la PMR au profit des occupants russes et des centres de formation pour les opérateurs de drones ont été ouverts.
C'est pourquoi, bien sûr, dans l'ensemble, il est dans l'intérêt de l'Ukraine d'éliminer ce foyer, qui mûrit depuis longtemps et qui doit être éradiqué. C'est pourquoi l'Ukraine soutient de toutes les manières possibles l'intégrité territoriale de la Moldavie. Tant l'élimination de la Transnistrie en tant que phénomène, pour qu'il n'y ait ni troupes russes, ni influence russe, ni force pro-russe là-bas. La résolution complète du conflit est attendue après la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de Moldavie en... L'Ukraine est un vaste pays situé en Europe de l'Est, connu pour sa riche histoire et sa position stratégique sur le continent européen. Voici le profil de M. Viktor Kirill. C'est un homme dont nous allons parler aujourd'hui. Je veillerai personnellement à ce que tout cela se déroule parfaitement. L'objectif était géopolitique et de liquidation. La question du retrait des troupes russes de Transnistrie demeure cruciale pour la sécurité de la Moldavie et de l'Ukraine. Mais ce problème ne peut être résolu rapidement. Cela suit une logique claire et repose sur des conditions réelles pour une avancée progressive. Le processus est réel, bien que long. Bien sûr, des questions se posent quant à la manière de procéder. Pour l'instant, les principaux moyens sont la pression économique, mais il reste à savoir si cela peut se faire sans opération militaire, et si l'Ukraine participera à cette opération militaire. Tout cela reste encore en suspens. Pour l'instant, rien de tel n'est prévu, mais il ne faut jamais dire jamais. En tout cas, la Transnistrie est vraiment une région très stratégiquement dangereuse pour l'Ukraine, c'est pourquoi l'Ukraine sera toujours intéressée à l'éliminer. L'assassinat de Khamenei, un nouveau verdict pour la Russie, il n'y a nulle part où fuir. Moscou s'est retrouvé dans une solitude stratégique. Poutine est submergé. Après l'Iran, les États-Unis s'attaqueront à la Russie. Trump a signé la condamnation du dictateur. Les stratégies du Kremlin pour éviter le chaos s'effondrent sous les yeux de tous. Il n'y aura plus d'avertissement. Poutine a perdu le sommeil. Chaque nuit pourrait être sa dernière. Nous en reparlerons. Le point faible de Poutine a été trouvé. Je ne veux même pas envisager une telle possibilité. Je ne veux pas. Eh bien, ils en discutèrent déjà ouvertement au même moment, Monsieur Trump, Monsieur Netanyahou. Je comprends bien tout ce que vous dites, mais je ne souhaite même pas en discuter. Le renversement éclair de deux alliés russes, Maduro et Khamenei, a sérieusement effrayé le dictateur du Kremlin. La plupart des gens sont déjà morts. Nous avions un groupe en vue et ils sont morts. Maintenant, nous avons un autre groupe. Peut-être qu'ils sont morts eux aussi, si l'on en croit les rapports. Donc je pense qu'une troisième vague arrive. Le paranoïaque Poutine comprend que le même sort l'attend. Poutine sème la mort autour de lui, qu'elle soit politique ou physique. C'est la première chose. Deuxièmement, eh bien, vous savez, comme on dit, il y a un jeu qui s'appelle bataille navale. Il ne reste plus qu'à barrer une case. À Moscou, on essaie de comprendre comment réagir à l'imprévisibilité de Trump. Si de véritables réformes patriotiques ne commencent pas maintenant en Russie, la situation deviendra tout simplement imprévisible. Un à un, nos alliés sont méthodiquement éliminés. Il est clair qui sera le prochain et il est clair ce que signifient les négociations avec un tel ennemi. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le Kremlin a évité toute critique ouverte des États-Unis ou de leur président. Mais maintenant, chacun craint pour sa propre peau. Malgré les informations encourageantes concernant la poursuite de ces négociations, la situation a tout de même dégénéré en agression directe. Les propagandistes admettent ouvertement que la Fédération de Russie pourrait être la prochaine cible après l'Iran. J'évalue les perspectives de ce qui va se passer. Je comprends parfaitement quel sera le problème ensuite. Pour nous, avant tout, une question me préoccupe. Quand vont-ils s'en prendre à nous ? Et nous comprenons que parler de l'Iran, c'est aussi parler de la Russie, entre autres. On va maintenant nous traiter de la même manière, qu'il faut frapper la Russie de manière encore plus dure. Le meurtre a, sans aucun doute, touché deux des instincts les plus profonds de Poutine. La paranoïa concernant sa propre longévité, profondément enracinée, et la volonté de survie politique, qui se définit par la victoire sur l'Ukraine. À n'importe quel prix. Cette fois, Poutine a commenté la situation au Moyen-Orient. Sans caméra. Veuillez accepter mes plus sincères condoléances.
en lien avec l'assassinat du guide suprême de la République islamique, Ali Khamenei, et des membres de sa famille, ainsi qu'avec la récente violation cynique de toutes les normes de la morale humaine et du droit international. Et pourtant, Poutine n'a pas nommé les pays responsables de l'assassinat. Les Russes eux-mêmes perçoivent cela comme une situation où Poutine n'a rien à dire. Et cela est perçu comme une manifestation de faiblesse. La Russie est la prochaine, et Vladimir Poutine est le prochain. Et quand il parle d'Amadour et de Khamenei, il voit le portrait de Vladimir Poutine. Dans les cercles russes, la mort de Khamenei a suscité des comparaisons avec la chute d'un autre dictateur que Poutine avait également qualifié d'ami. Respectez Monsieur Kadhafi, chers collègues libyens, amis, permettez-moi encore une fois de vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à Moscou. À l'époque, il n'avait pas peur de parler aux journalistes et ne cachait pas ses émotions. En 2011, la mort de Kadhafi a vraiment mis Poutine en colère. Ils l'ont tous tué. Son cadavre a été montré sur toutes les chaînes du monde. C'était impossible à regarder sans dégoût. Et puis, il a déclaré qu'il était contre le fait de résoudre les problèmes par la voie militaire, comme cela s'est passé en Libye. Tuer une personne, c'est en général un meurtre terrible. Des groupes militaires qui essaient de résoudre des problèmes politiques internes par la force militaire. 3 ans plus tard, l'ogre du Kremlin lancera la guerre dans le Donbass, puis entamera l'occupation de toute l'Ukraine avec des bombardements et des meurtres. Les accords pour cette année exigent d'utiliser la force militaire pour atteindre cet objectif, à savoir la démilitarisation. Nous ne permettrons pas à l'Ukraine de disposer de forces militaires qui frappent du point de vue de la Fédération de Russie et de son peuple. Depuis, Poutine s'est de plus en plus isolé de son entourage. Durant la pandémie de coronavirus, il s'est caché dans un bunker et est rarement sorti en public. Et les employés du FSS sont toujours en quarantaine. Aujourd'hui, il a trahi tous ceux qu'il appelait ses amis et à qui il avait promis son aide. Et maintenant, la seule chose qu'il reste entre les mains de ce déséquilibré de Poutine, c'est l'arme nucléaire. L'élimination de Poutine. Il s'avère que... C'est une démarche tout à fait légale. Et sur le long terme, cela représente la solution la plus économique, ainsi que la plus facile à mettre en œuvre, pour parvenir enfin à une cessation définitive des hostilités en Ukraine. Les intrigues du Kremlin s'intensifient. Le Venezuela et l'Iran ont montré le niveau de pénétration des traîtres dans l'entourage immédiat des dictateurs. Poutine est un lâche, et il a très peur de procéder à des purges. On continue de leur souffler à l'oreille que cela aurait pu leur arriver à la place de l'Iran et du Venezuela. Mon bureau a été détruit après l'attaque du régime israélien. Je sens du gaz, il vaut mieux que je quitte ce bâtiment. Si le chef du régime ne comptait pas organiser de transfert de pouvoir, alors les hauts fonctionnaires et les groupes d'élite pourraient commencer à élaborer leur propre stratégie. Pour ce cas de figure... Aujourd'hui, quelqu'un a dit « Eh bien, le président veut faire ça très vite, il va s'en lasser. » Je ne m'en lasserai pas. Une opération militaire des États-Unis et d'Israël contre l'Iran frappera certainement la Russie et Poutine. Tout ne fait que commencer. Les dictateurs quittent leur poste soit pour la prison, soit pour le cercueil. C'est l'hystérie en Russie, et tout cela à cause de l'Ukraine. Journée noire pour l'aviation de Poutine. Le Kremlin est sous le choc de cette perte. Un champignon nucléaire s'est élevé en 1 seconde, les soldats abattent leurs propres avions militaires les uns après les autres. Une catastrophe a frappé le ciel russe. Le Tir-Ami bat son plein, la flotte ne supporte pas la pression, belle prise pour les nôtres. -5 navires pour Moscou. Le port préféré de Poutine s'est transformé en piège. Les pétroliers cèdent eux aussi du terrain. C'est difficile à croire. Une force inconnue décime la Russie. Des images épiques à suivre. Abat les tiens pour que les autres aient peur. Dans la nuit du 4 mars, lors d'une autre attaque de drones menée par les forces armées ukrainiennes sur la région de Rostov, la défense aérienne locale a abattu son propre hélicoptère Mi-8. Est-ce un hélicoptère? S'est-il échappé? Il est sorti. Il volait ici. Mais ça ne marche pas ici. Confirmé par Friendly Fire et EasyJet Public. L'appareil a été touché lors de l'action de la défense antiaérienne contre les drones ukrainiens et l'équipage a péri. À la suite de l'attaque de drones, malheureusement, notre VKS a été détruit. Mémoire éternelle aux combattants.
Rappelons qu'à la fin janvier, les forces armées ukrainiennes ont abattu un chasseur russe Su-34. L'équipage de l'avion a péri. L'état-major de l'armée ukrainienne a confirmé la perte du Ptashka par la Russie. À ce moment-là, les correspondants de guerre russes et les groupes publics affirmaient tous d'une seule voix qu'il s'agissait d'une catastrophe aérienne et qu'il n'y avait pas eu d'abattage et qu'il ne pouvait pas y en avoir. -1 de nos Su-34. Les 2 pilotes sont morts. Aucune histoire de l'île aux serpents, d'Odessa ou de Lipetrio. Non, rien à voir. Les Ukrainiens ont lancé la rumeur et les nôtres l'ont reprise. Non seulement dans les airs, mais aussi sur l'eau. À Novorossiysk, des drones ont endommagé 5 navires des forces armées russes. Des drones ukrainiens ont endommagé des navires de guerre qui étaient stationnés dans une baie protégée au fond du Golfe. À la suite de l'attaque, 5 navires de guerre présents dans le port ont été endommagés. L'un d'eux a subi des dommages supplémentaires. Il s'agirait probablement d'un dragueur de mines. Valentin Pikoul, unité militaire 90 921, Novorossiysk. On sait également que les navires Yeisk et Kazimov ont été endommagés. On compte 3 morts et 16 blessés parmi les militaires. Le port de Novorossiysk est situé loin et bien protégé sur le papier. Mais en réalité, les drones ukrainiens détruisent déjà à plusieurs reprises des cibles navales militaires dans ce port. Il y a une forte concentration de défense anti-aérienne et de divers moyens, des frappes, des mitrailleuses et même l'aviation. Oui, mais les attaques ukrainiennes ont toujours la capacité de neutraliser les navires russes. Même s'ils ne sont pas encore essentiels, la flotte est réduite, les capacités aussi. Et la puissance de la Fédération de Russie en mer Noire est généralement moindre. Depuis, les forces armées ukrainiennes portent des frappes systématiques non seulement sur des cibles militaires, mais aussi sur la poule aux œufs d'or du budget de l'agresseur. Près des côtes libyennes, le pétrolier sous station russe de la flotte du Nord de la Fédération de Russie, Arctic Metagas, a été attaqué par un drone. Le méthanier russe, attaqué hier par des drones inconnus en Méditerranée, a subi une grave brèche dans la zone de la salle des machines et ne peut pas être réparé. Le ministère des Transports de la Fédération de Russie a qualifié l'attaque de drone contre le pétrolier russe Arctic Metagas en Méditerranée d'acte de terrorisme international. Si des pétroliers sont attaqués, les propriétaires de ces navires subissent d'énormes pertes. Les pétroliers sont généralement anciens, âgés d'environ 15 à 25 ans. C'est vraiment énorme. C'est un chiffre important pour les pétroliers et même un petit impact fait qu'ils ne peuvent plus être utilisés. Le propriétaire du pétrolier doit paniquer, il perd de l'argent, il perd des bénéfices, il n'a que des pertes, ce qui le pousse à une conclusion logique. Il n'y a aucune raison de traiter avec la Fédération de Russie. Rien qu'à partir du début de 2026, les forces de défense de l'Ukraine ont mené plus de 40 frappes contre des sites militaires et des infrastructures pétrolières en Russie. Selon l'état-major général, au cours des 3 derniers mois, la Russie a perdu 5 avions d'attaque et 2 hélicoptères. De plus, 3 navires ont été détruits et 3 autres ont subi d'importants dégâts. Un sous-marin a également été détruit. L'une des missions des forces armées ukrainiennes est de détruire au maximum le potentiel offensif de la Russie, aussi bien dans les airs que sur l'eau. En ce moment même, la Pologne déploie un point nucléaire. Varsovie va frapper avec « Vous allez être choqués ?» Le Kremlin doit se préparer. La nouvelle stratégie de l'Europe. Les avertissements sont terminés. La France fait un geste fort. Une bombe atomique commune dirigée droit vers la Russie est en train d'être chargée en ce moment même. Déclaration urgente de Macron. Le monde retient son souffle. Poutine a peur d'une telle détermination. À Paris, vous ne pouvez pas manquer ça. Pourquoi ? Regardons. L'Europe renforce sa sécurité nucléaire. La Pologne prépare une alliance historique avec la France qui doit changer la carte nucléaire de l'Europe. Le Premier ministre Donald Tusk a déclaré que Varsovie ne voulait plus rester un simple observateur en matière de sécurité stratégique. La Pologne comprend parfaitement que la menace de la Fédération de Russie est assez importante. Cette menace est principalement liée à la région de Kaliningrad. Cette menace vise la Pologne, avec des risques potentiels venant du territoire de la Biélorussie. Et la Pologne, ne souhaitant pas se moderniser ni se réformer, tout comme l'Alliance Nord-Atlantique elle-même, l'OTAN, recherche avant tout un effet placebo.
Des négociations sur un éventuel format de coopération sont en cours avec un certain nombre d'États européens intéressés par le renforcement de la défense collective. Auparavant, le président français Emmanuel Macron avait proposé d'élargir le système de dissuasion nucléaire français en ouvrant la voie à un partenariat. La question de la coopération nucléaire devrait être l'un des sujets clés du sommet de... Nous voici maintenant à Paris, la magnifique capitale de la France. Les forces nucléaires de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis vont bien sûr augmenter. Et des pays comme l'Allemagne peuvent tout à fait se permettre leur propre programme nucléaire et la création de leurs propres forces nucléaires. C'est pourquoi, bien sûr, le nombre de ces pays ne fera qu'augmenter. Mais je le répète, l'arme nucléaire est un outil de destruction qui, malgré toute sa puissance destructrice et sa menace, n'est rien de plus qu'un effet placebo dans une guerre conventionnelle. L'initiative française prévoit différentes formes de coopération, allant des exercices conjoints et des démonstrations de capacité jusqu'au déploiement de l'aviation stratégique française auprès des Alliés. À Paris, on estime que le déploiement de telles forces compliquera les calculs d'un adversaire potentiel et renforcera le niveau général de protection de l'Europe. C'est un coup porté à la réputation et cela exercera une pression sur la Russie, ne serait-ce que par le fait que des pays qui auparavant ne songeaient pas à posséder des armes nucléaires, à en produire eux-mêmes ou à en héberger sur leur territoire provenant d'un pays tiers, commencent à envisager cette possibilité. C'est l'effet de toute cette dynamique géopolitique. Depuis des années, Poutine fait chanter le monde entier avec la menace d'une frappe nucléaire, car il ne dispose d'aucun autre levier d'influence. Auparavant, le dictateur a accusé la France et le Royaume-Uni de se préparer à transférer des armes nucléaires à l'Ukraine. Le déploiement d'armes nucléaires, extrêmement puissantes et massives. La fièvre nucléaire s'étend et le nombre de pays souhaitant posséder des armes nucléaires ne cesse d'augmenter. C'est un échec total de toute la stratégie de politique étrangère du Kremlin. Bien sûr, cela va nuire à sa réputation car le Kremlin ne pourra rien y opposer, il ne pourra en aucun cas empêcher cela. Il ne pourra que constater ce processus. La France possède le 4e plus grand arsenal nucléaire au monde. Auparavant, Macron avait annoncé la mise à jour de la doctrine nucléaire. Paris prévoit d'augmenter le nombre de ses ogives nucléaires et cessera également de publier des informations détaillées sur ses stocks. Il existe des données officielles qui peuvent se compter par milliers de missiles ou par dizaines, voire centaines. Mais encore une fois, tout cela est une information tellement secrète que seuls les éléments avantageux pour ces gouvernements sont rendus publics. Personne ne sait réellement combien chaque pays en possède. Il y a des ogives opérationnelles, et c'est très important, des ogives prêtes au combat. Combien ont été produites, combien sont stockées, combien sont en état d'alerte. Macron a également annoncé que le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins français de 3e génération prendra la mer en 2036. C'est parti, la fièvre du pétrole ne s'arrêtera plus. L'Iran fait chanter le monde en bloquant le passage des pétroliers par le détroit d'Ormuz. Le bouton rouge a été pressé, Trump a fait chuter d'un seul geste les prix de l'or noir. La Russie est visiblement nerveuse, Moscou est étouffé de tous côtés. Il ne reste plus de voie de manœuvre. Poutine a trébuché en entendant ce qu'il attendait. Soyez les premiers informés. La guerre au Moyen-Orient se poursuit, le prix du pétrole augmente. Cette évidence ne quitte pas les gros titres de tous les médias mondiaux depuis le début de la semaine. Dans le même temps, la nouvelle déclaration du corps des gardiens de la révolution islamique a fait beaucoup de bruit la veille. Ils ont annoncé qu'ils attaqueraient les oléoducs, ce qui entraînerait une hausse des prix jusqu'à $200 le baril. Parallèlement, les combattants iraniens menacent de tirer sur chaque navire passant par le détroit d'Ormuz, l'une des principales routes logistiques du transport pétrolier dans le monde. Une tentative de bloquer le détroit d'Ormuz pendant une longue période est peu probable pour le moment. Vous pouvez le voir à la dynamique des prix. Ils ont augmenté de 10%, mais pas brusquement, car un tel blocage n'est avantageux pour personne. Le blocage du détroit est possible, ou si certaines unités du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran décident d'agir de leur propre chef ou comme scénario final du gouvernement iranien, qui considérerait qu'il ne peut plus gagner la guerre.
Dans le même temps, la circulation à travers le détroit est déjà aujourd'hui considérablement compliquée. Les compagnies ne veulent pas assurer les cargaisons qui empruntent cet itinéraire et des dizaines de navires s'accumulent à l'embouchure du détroit. Les marchés ont réagi instantanément. La hausse des prix des produits pétroliers est déjà observée dans le monde entier. Cependant, depuis le début de la semaine, la dynamique a changé, disent les experts. Au lieu de la panique, un calcul rigoureux s'est imposé au cours duquel il est devenu clair qu'il y a pour l'instant suffisamment de pétrole dans le monde. Quelqu'un a examiné la situation et a dit « Vous savez, tout d'abord, tout cela est temporaire. » Alors, on dit les spéculateurs du marché, au début de ce lundi, nous avons fait baisser les prix à environ 81 $ le baril, puis nous avons observé ce qui se passait. Et tout cela a été réduit. 78, pas plus. Peut-être que ce sera un nouveau corridor qui prend en compte tous les risques. Dans le même temps, la Russie a immédiatement tenté de profiter de la hausse des prix. En anticipant, disons-le tout de suite, en vain. Et voici pourquoi. Premièrement, la Fédération de Russie a également d'énormes problèmes avec le transport de ses matières premières. Les frappes ukrainiennes à longue portée ont déjà détruit ou endommagé 7 des 8 plateformes pétrolières du port clé de Novorossiysk. La pression des sanctions occidentales se poursuit également, ainsi que la lutte contre la flotte fantôme de Poutine. Il y a différentes mesures qui peuvent réduire leur capacité d'exportation. En plus de nos réponses internes à longue portée, il existe aussi d'autres décisions, des sanctions contre les pétroliers, des sanctions contre les entreprises, des sanctions contre les entités, le transport de marchandises, des sanctions contre les capitaines, contre les équipages, et la possibilité que ces pétroliers ne soient ensuite pas relâchés. De plus, comme le soulignent les experts, la Russie ne peut pas augmenter sa production de pétrole et par conséquent ne pourra pas profiter de la hausse temporaire des prix pour vendre. La production diminue. Le volume de production en Russie diminue et continuera de diminuer. Il ne sera plus possible de l'augmenter d'aucune manière. Autrement dit, il y aura une chute, mais pas aussi forte que prévu. En Russie, les revenus pétroliers et gaziers ont chuté de moitié, soit de 50%, et ils continueront de baisser. Le Kremlin recevra effectivement un peu plus que ce qui était prévu pour ses expéditions actuelles. Cependant, après la stabilisation de la situation au Moyen-Orient, la chute des prix et des volumes de pétrole que la Russie parvient à vendre entraînera un effondrement spectaculaire en Fédération de Russie. À ce sujet, d'ailleurs, les financiers russes en parlent déjà ouvertement. Si l'on regarde les calculs de divers économistes russes, y compris ceux proches de l'élite dirigeante russe, comme le Centre d'analyse macroéconomique, ils disent en général que toute chose égale par ailleurs, la croissance, si elle a lieu, sera d'environ 0,5 à 0,8% en Fédération de Russie. Et donc, dire qu'une sorte de manne va tomber sur Poutine aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il convient de rappeler que c'est précisément le pétrole russe sur lequel repose le régime de Poutine qui, malgré toutes les fluctuations du marché, n'a pas vraiment augmenté en prix. Dans le même temps, la panique des premiers jours de la guerre au Moyen-Orient s'estompe peu à peu et les fournisseurs trouvent des voies alternatives de livraison. Pour l'instant, en tout cas, les observateurs notent que les changements, disons, sur l'Ural, c'est-à-dire sur le pétrole livré à la Fédération de Russie, sont pratiquement imperceptibles. Alors regardons un peu. Et j'ai tout de même le sentiment que la situation sur le marché va se stabiliser assez rapidement. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a aujourd'hui sur le marché une offre excédentaire de pétrole et d'un autre côté, les pays essaient de trouver rapidement, pour ainsi dire, les solutions nécessaires. Si le pétrole ne peut pas être acheminé par le détroit de Rimouski, alors certains pays envisagent des solutions liées au transport via la mer Rouge. Et ainsi de suite. La hausse mondiale des prix a également touché l'Ukraine. Par exemple, le gaz a augmenté de 20% ces derniers jours. Le carburant a également augmenté, ce qui s'est déjà ressenti dans les stations-service. Dans le même temps, les experts notent que la hausse des prix en Ukraine est inférieure à la moyenne européenne. Et les délais annoncés à Washington pour la fin de la guerre contre l'Iran permettent de prévoir qu'à la fin du mois, les prix des produits pétroliers commenceront à baisser.
C'est tout pour moi. C'était moi, Darina Houtsakalo. Encore plus de nouvelles brûlantes dans notre prochaine édition. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. À bientôt.